Eh bien, bonjour à tous. Après l'exposé sur les troubadours, on va passer à quelque chose de tout à fait différent, un autre domaine qui va concerner l'évolution humaine. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est une vision, un regard, disons, forcément très partiel sur l'évolution de l'homme. Et il y aura en fait deux séances. Dans la première séance, on va partir de très très loin, finalement, essayer de comprendre l'évolution d'un certain nombre de caractères, de quoi nous avons hérité de certains de nos ancêtres. Nous verrons qu'on partage un certain nombre de caractéristiques avec des quantités, évidemment, un très très grand nombre d'êtres vivants et d'animaux. Donc on partira pratiquement à 4 milliards d'années, hein, il y a 4 milliards d'années. Ensuite, on essaiera de se rapprocher un petit peu de l'homme avec le groupe des primates auquel nous appartenons. Ensuite, on se rapproche un petit peu et on essaie de comparer l'anatomie de l'homme et l'anatomie du primate le plus proche, le chimpanzé. Alors, je tiens à dire, évidemment, on prendra des précautions. Le chimpanzé n'est pas, évidemment, l'ancêtre de l'homme. Ce sont deux groupes, on va dire, cousins. Mais il est très intéressant de faire cette comparaison, qui est très classique d'ailleurs, sur les squelettes, pour bien comprendre les caractéristiques originales de l'homme. Et puis, dans la seconde séance, on parlera des aspects génétiques. Et là, on abordera véritablement l'évolution des espèces les plus récentes qui vont conduire à Homo sapiens. Homo sapiens, c'est extrêmement récent et on va en dire quelques mots un petit peu plus tard. Voilà. Alors, j'ai mis en introduction aussi ce schéma très classique de l'histoire, en quelque sorte, de la vie sur la planète. Notre planète, évidemment, est très ancienne, 4,6, 4,65, on dit souvent, milliards d'années. On a remonté un petit peu dans le temps, évidemment, on sait pas mal de choses sur des époques récentes, mais sur les époques très très anciennes, on a des données qui sont tout à fait partielles, c'est bien évident, et on a essayé de trouver des traces des premiers êtres vivants. On en est à peu près à moins 4 milliards d'années. Donc assez rapidement, finalement, la vie a pu apparaître sous une forme extrêmement primitive, sans doute, a pu apparaître sur la Terre. Et d'ailleurs, dans les recherches que l'on fait sur Mars, par exemple, on cherche à savoir s'il n'y a pas eu des situations tout à fait comparables, pratiquement à la même époque, sur une autre planète. La planète Mars, évidemment, ayant subi un sort tout à fait différent. La planète Terre, elle a subi beaucoup de transformations climatiques, notamment des périodes de très grand froid où la planète était entièrement gelée, pratiquement, il y a à peu près 1 milliard d'années. Et puis des périodes beaucoup plus chaudes, il y a eu des variations, mais la vie, à partir du moment où elle s'est enclenchée, a pu se maintenir jusqu'à la période, évidemment, actuelle. Voilà. Alors, on va s'intéresser à quelques étapes fondamentales qui, en fait, sont des étapes que l'on va retrouver forcément dans l'organisation, l'anatomie, l'organisation d'un être humain. Donc, quelques grandes étapes, j'ai fait un choix un petit peu arbitraire. On va voir que ça correspond aussi à des groupes d'êtres vivants, d'animaux qu'on arrive relativement bien à identifier. Alors, l'homme en tant qu'organisme, en fait, Homo sapiens, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et le nombre de cellules vivantes qui nous composent est autour de 60 000 milliards, ce qui est tout à fait considérable, et on a identifié à peu près 250, je crois, catégories de cellules, et j'ai mis deux illustrations pour montrer la diversité de ces cellules, des cellules nerveuses, des neurones, qui sont évidemment dans tout le système nerveux, notamment l'encéphale, et puis d'autres cellules qui sont les cellules sanguines, et on voit bien ici, à droite, des cellules qui sont les cellules avec noyau, les globules blancs, comme on dit, qui jouent un rôle dans l'immunité, bien sûr, et puis les globules rouges qui sont bizarrement des cellules sans noyau.
Et en fait, ce sont des cellules qui avaient un noyau, qui en avaient eu un dans leur histoire, dans leur maturation, si vous voulez, hein, leur fabrication. Et le noyau, finalement, est éliminé à partir du moment où il ne sert plus à rien, à partir du moment où l'hémoglobine a été fabriquée. Et le globus sanguin, c'est un sac, le rouge, l'hématie, c'est un sac à hémoglobine, finalement. Alors, ce sont en fait les hématies qui sont les cellules les plus nombreuses en nombre dans notre organisme, hein. Et il y a évidemment les cellules nerveuses, les cellules des différents organes, les cellules musculaires, etc. Hein, donc 250 catégories. Alors, d'où elles viennent finalement ces cellules très caractéristiques des êtres vivants. Nos cellules donc sont des cellules à noyau et à organites, petits organes. Vous en avez une représentation sur le document qui est ici, qui est à droite. Et on a l'habitude d'appeler ces cellules les cellules eucaryotes. Le préfixe « e » en grec veut dire ce qui est bien, ce qu'il y a de mieux. Donc les cellules les plus compliquées. Donc vous voyez ici que c'est loin d'être simple. On va voir un noyau, par exemple. On va voir dans la partie périphérique, le cytoplasme, on va voir ce qu'on appelle les organites, qui vont avoir des fonctions. Par exemple, les mitochondries se chargent de l'énergie, de la respiration. Les cellules les plus primitives, c'est un autre groupe, ce sont les cellules prokaryotes qui ont précédé, donc depuis à peu près 3,8, peut-être 4 milliards d'années. Ce sont essentiellement les bactéries. Donc beaucoup plus simple, pas de noyau bien individualisé. Hein. Le matériel génétique est à l'intérieur du cytoplasme. Et puis il y a peu d'organites. Voilà. Ces cellules bactériennes sont malgré tout évoluées, elles existent encore. Et il y a quelque chose d'assez curieux, c'est qu'on a pratiquement dans notre organisme autant de bactéries que de cellules qui nous sont propres. Hein, pensez aux bactéries, par exemple, qui sont au niveau de l'intestin et qui jouent un rôle fondamental. Donc une bactérie, ce n'est pas forcément un organisme qui va provoquer des maladies. Ça peut être aussi un auxiliaire qui va permettre à certains organes, certaines fonctions de bien fonctionner. Alors, le matériel génétique, on peut en dire juste deux mots. C'est de l'ADN. Et ça, c'est une molécule, évidemment, qui est fondamentale, qu'on va retrouver chez tous les êtres vivants avec la même construction, avec le même code génétique, à quelques rares exceptions près, très très rares. On va trouver de l'ADN dans les cellules évoluées, disons un noyau eucaryote, mais aussi évidemment chez les bactéries. Cet ADN dans nos cellules va rester dans le noyau. Et l'expression du programme génétique va se faire par l'intermédiaire d'une molécule dont on parle beaucoup maintenant sans savoir vraiment ce que c'est pour beaucoup d'entre nous, qui s'appelle l'ARN. L'ARN, c'est une molécule, en fait, qui ressemble à l'ADN, qui est plus simple et qui permet de faire une copie de certaines séquences de l'ADN, cette copie étant ensuite transférée dans le cytoplasme, et là, elle va être traduite en protéines. L'intérêt de tout ça, c'est que l'ADN reste protégé dans le noyau, finalement, hein, et l'ARN va amplifier, l'expression du programme génétique, et à partir de là, il va y avoir des quantités de protéines qui vont être fabriquées, et ces protéines, qu'est-ce que c'est finalement? Ce sont des molécules, bien sûr, qui vont avoir les fonctions fondamentales pour faire fonctionner donc nos cellules, pour faire fonctionner aussi la respiration, pour faire fonctionner, pour s'exprimer à la surface des cellules, les fameux récepteurs dont on parle aussi en ce moment. Voilà, certaines protéines vont être sécrétées à l'extérieur, par exemple les enzymes digestives, ça en fait partie, hein, et d'autres aussi, dont on parle encore actuellement, les anticorps, qui vont être produits en très grand nombre. Donc à partir d'une information, quelques gènes situés dans le noyau, c'est l'ADN, il y a d'abord une transcription en ARN et ensuite une amplification en fait de la fabrication des molécules qui vont intervenir dans les fonctions au niveau du cytoplasme. Ça s'appelle la traduction. Voilà. Alors, ces cellules, évidemment, à noyau, elles sont fondamentales. Elles existent chez tous les animaux, chez tous les végétaux, avec des variantes, évidemment, cellules animales, cellules végétales. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà.
Alors, maintenant on fait un bond quand même dans le temps. J'ai passé rapidement sur les cellules, sur le stade des organismes à plusieurs cellules multicellulaires. Au début, une vie microscopique, hein, les bactéries, les cellules uniques, et puis ensuite, eh bien, on va avoir des organismes qui vont se complexifier. Hein. Un stade important, c'est l'apparition d'un axe vertébrale qui va donner ensuite donc la colonne vertébrale et donc également forcément d'un squelette interne. Alors si vous prenez un animal, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est un modèle, hein. Un insecte, cet insecte a un squelette, mais c'est un squelette externe, c'est-à-dire que l'intérieur est mou, l'extérieur est dur. Et chez nous, comme vous le savez, les parties dures, donc c'est le squelette qui est interne, avec la colonne vertébrale, avec les squelettes des membres, etc. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est pas le même modèle, finalement, le même plan d'organisation, comme on dit, qu'un animal vertébré. Alors, le squelette, d'abord, en fait, il n'apparaît pas en tant que squelette osseux dans l'évolution. Ce qui apparaît, c'est un axe qui s'appelle la corde, qui est plus ou moins cartilagineux. Et par la suite, il va s'ossifier, cet axe. Notamment, par exemple, on a mis ici un poisson. Hein, on voit très bien la colonne vertébrale. Le long de cet axe, des vertèbres vont se mettre en place. Voilà, par exemple, ici, une vertèbre, je pense, d'un bovidé que j'ai dû trouver dans la nature, hein. Peut-être une vertèbre cervicale. L'axe, c'est la partie solide, hein, avec ce qu'on appelle le corps vertébral, c'est vraiment la partie la plus solide qui dérive de cette structure embryonnaire qu'on appelle la corde, hein, ou évolutive. Et puis, on voit une cavité, je ne sais pas si vous voyez au-dessus, qui va être en fait l'emplacement, le passage du système nerveux. Ici, ça va être la moelle épinière, hein, qui va donc passer au niveau des vertèbres. Et voilà la position en fait normale entre guillemets de la vertèbre, avec ici le dos, avec ici le ventre. Et on voit que cette partie ici occupée par la moelle épinière, système nerveux, a une position dorsale. Et ça, on va le trouver chez tous les vertébrés, que ce soit les poissons par exemple, que ce soit évidemment chez l'homme. Vous avez un schéma d'une vertèbre également ici. Voilà. Le système nerveux va se former en fait assez rapidement. C'est une sorte de tube qui apparaît progressivement chez les embryons de vertébrés sur la partie dorsale et qui va donner donc d'une part dans l'encéphale, dans le crâne, l'encéphale, et dans la partie de la colonne vertébrale, donc la moelle épinière, et puis après tous les autres nerfs qui vont évidemment en partir. Voilà. Alors ça a une conséquence qui paraît toute bête, c'est qu'à partir du moment où il y a un axe, il y a une polarité, c'est-à-dire il va y avoir un avant et un arrière. Alors vous me direz, un animal, il a forcément un avant et un arrière. Non, il y a des animaux, regardez ici, cette jolie étoile de mer, on est bien embarrassé pour dire où est l'avant, où est l'arrière, où est la tête, il n'y en a pas. Hein. Donc on a des groupes entiers d'animaux qui n'ont pas cette organisation. Si vous prenez par contre un poisson, voilà un gentil petit requin, hein, eh bien on va trouver évidemment à l'avant la tête, ensuite le tronc. Alors théoriquement le tronc est limité par le tube digestif et l'anus ici, et la queue. Donc 3 parties, la tête, le tronc, la queue, qu'on va retrouver pratiquement chez tous les vertébrés, sachant que pour nous la queue elle est vraiment réduite à peu de choses, c'est le coccyx, hein, donc on en reparlera, mais évidemment c'est presque une exception, mais la plupart des vertébrés ont aussi une partie caudale qui sert à la locomotion. Conséquence aussi, les organes sensoriels vont se retrouver au niveau de la tête pour l'essentiel, hein. Il y a encore, les poissons ont des organes aussi, la ligne latérale par exemple, servant à capter les vibrations qui va être répartie de chaque côté, mais tout ce qui concerne la vision, évidemment, tout ce qui concerne l'olfaction, tout ça va se retrouver au niveau
du crâne. Donc voilà l'organisation finalement qui se met en place chez les vertébrés. Alors ça date de ça c'est le Cambrien, donc c'est le début de l'ère primaire, hein, moins 530 millions d'années. Si ça ne s'était pas passé comme ça, on ne serait pas là évidemment pour en parler. Donc vous voyez que cette structure-là a une origine vraiment très ancienne. Un autre stade. Alors évidemment, on a des membres, nous, mais ces membres sont apparus il y a déjà assez longtemps chez d'autres vertébrés. Alors notre poisson de tout à l'heure, si on regarde, vous savez, je pense comment est faite la nageoire d'un poisson. Vous avez en fait des rayons et puis plusieurs petits os qui vont rattacher ça au reste du corps. Bon. Et il va apparaître chez des groupes apparentés aux poissons, c'est déjà plus des poissons, une nageoire particulière, et c'est ce que vous avez représenté ici. Vous avez déjà, en fait, la représentation, voilà, de ce qui sera finalement l'os du bras chez nous, hein, donc l'humérus. Le radius et le cubitus juste à côté, et puis ce qui donnera, si on parle évidemment du membre supérieur, ce qui donnera les os du poignet, les carpiens, les métacarpiens, voire les phalanges. Hein. Donc on a en fait quelque chose d'un petit peu intermédiaire qui ressemble à une nageoire, mais où il y a déjà l'ébauche, les membres. Et ce modèle-là, apparu, c'est disons le membre qui apparaît chez, qu'on voit évidemment après se développer chez les amphibiens, les reptiles, jusqu'à nous, bien sûr. Hein. Il a énormément de possibilités d'adaptation, et vous voyez ici sur la diapo juste à côté, voilà, évidemment notre bras là avec les trois parties, hein, l'humérus, le bras, l'avant-bras, la main. Vous voyez ici un autre animal qui doit être peut-être un chat, je pense, ou un lapin, enfin bon. On retrouve les os, effectivement, mais avec une disposition différente. Ici, vous avez une nageoire qui doit être une nageoire de cétacé, comme un dauphin, par exemple, et ici, l'aile de chauve-souris. Donc, à partir d'un même modèle qui a été mis en place, disons, par des mutations successives, il y a moins 370 millions d'années, vous avez une infinité presque de possibilités qui va correspondre à des adaptations au déplacement dans des milieux différents, la marche, la course, la nage, le vol pour les chauves-souris et bien sûr aussi les oiseaux. Et vous voyez qu'à partir d'un modèle de base, un plan, disons, d'organisation de base, on va avoir toutes ces possibilités par des transformations, des mutations complexes, évidemment, successives. Voilà. Alors, avançons un petit peu. Alors, une structure peut-être qu'on connaît moins, l'amnios, mais c'est fondamental. On sait tous que lors de l'accouchement, il y a, dans l'espèce humaine bien sûr, il y a la perte des os. Donc un liquide s'écoule avant, disons que le fœtus, le bébé, puisqu'on est au stade de l'accouchement, puisse donc sortir. Eh bien, ce liquide, c'est le liquide amniotique, hein, qui est dans une cavité, un sac qui s'appelle l'amnios, un sac amniotique si vous voulez. Alors, quand ça apparaît, et en quoi c'est intéressant et c'est vraiment fondamental, vous avez en haut ici, enfin en haut sur le côté à gauche, vous avez des œufs de grenouille. Tout le monde a vu des œufs de grenouille. Ils sont forcément dans l'eau, autrement ça se dessécherait très rapidement, bien sûr. Ils n'ont pas de protection. On voit différentes parties, bon, qui donneront après, évidemment la partie noire va commencer à donner le tétard, par exemple. Hein. Chez les poissons, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez des œufs qui forcément doivent se développer au milieu aquatique. Hein. Même un amphibien comme la salamandre, par exemple, qui peut vivre sur la Terre, si elle se reproduit, elle va pondre des œufs qui vont être dans le milieu aquatique, qui va évidemment éviter le dessèchement, entre autres. Voilà. Apparaît à un certain moment, c'est toujours dans l'ère primaire, hein, quelque chose qui va s'appeler l'amnios. Et les premiers animaux qui vont posséder cette caractéristique, ça va être en fait, à partir des amphibiens, les premiers reptiles qui vont apparaître, puis ensuite les oiseaux, puis ensuite les mammifères. Hein. On voit ici un œuf d'oiseau, hein, avec
le liquide amniotique. Donc tout se passe comme si l'embryon était protégé, finalement entouré par un milieu aquatique pendant la durée de ce développement de l'embryon. Chez nous, pendant les 9 mois de la grossesse, on a finalement l'embryon, le fœtus, on a une vie aquatique grâce à cette cavité. Et l'aspect évolutif fondamental, c'est que ça permet à ces animaux qui vont être les reptiles, les oiseaux, les mammifères, d'avoir une vie terrestre, de s'affranchir complètement du milieu aquatique, y compris pour, évidemment, pondre des œufs. Les œufs des oiseaux, les œufs des reptiles peuvent être pondus en absence de milieu liquide, puisque à l'intérieur, l'embryon est dans le liquide. Chez nous, évidemment, ça va se passer différemment et chez l'ensemble des mammifères, mais le principe reste le même. Alors, on arrive ensuite, on a 320 millions d'années, c'est encore très ancien, l'allaitement et au placenta. L'allaitement, c'est la caractéristique de tout un groupe qu'on appelle évidemment les mammifères, dont nous faisons partie, et le placenta, ça va être un organe d'échange qui va permettre la nutrition, finalement, le développement de l'embryon et du fœtus, évidemment, si on parle de l'espèce humaine. Voilà. Alors ces deux caractéristiques, l'allaitement et le placenta, c'est vraiment très important, et ça voudra dire aussi que la dépendance, finalement, de l'être vivant, que ce soit un chat ou que ce soit un être humain, par rapport à la femelle ou à la femme chez nous, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus long dans le temps que le simple développement d'un œuf de grenouille dans un bassin. Donc c'est quelque chose qui va avoir une influence sur la durée du développement, et tout ça, on va le voir, est en relation avec le développement des capacités cérébrales ou du système nerveux en général. Voilà. Donc finalement, alors je vais pas passer par tous les intermédiaires. On a hérité de tout ça. On a hérité d'une colonne vertébrale, d'un membre en 3 parties, etc. Le placenta, l'allaitement. Et on va voir qu'on peut s'en servir pour classer un petit peu l'homme, donc le genre Homo sapiens pour l'espèce. Alors il y a la classification traditionnelle qui est toujours un petit peu compliquée, mais on va retrouver par exemple, on fait partie du règne animal. L'embranchement des chordés, c'est presque synonyme, pas tout à fait, mais enfin, de vertébrés. Les mammalias, c'est les mammifères. Les primates, on va voir, en fait, tout de suite après leurs caractéristiques, un infraordre, une superfamille. Et alors là, on tombe dans un vocabulaire épouvantable entre les hominoidea, les hominidés, les homininés, etc. Donc, on va voir que pour s'y retrouver, on va prendre quelques raccourcis qui ne seront pas, disons, forcément faux, mais on va éviter de se servir de ces termes-là que de toute façon on aurait tendance à mélanger. Donc ça, c'est la classification traditionnelle qui en fait a été faite par Linné au XVIIIe siècle, qui attribue finalement à chaque être vivant, plante ou animal, un nom en latin, donc Homo sapiens, ça date de là, et aussi une place parmi les êtres vivants, les animaux, les végétaux, avec des groupes, des familles, etc. Alors, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut aussi voir une autre façon de classer les êtres vivants, et l'homme évidemment, qui va tenir compte justement de toutes ces nouveautés évolutives qu'on a vues, par exemple les cellules organiques et à noyaux, les vertèbres, l'amnios, etc. Et cette représentation est intéressante parce qu'on voit que, évidemment, tous ces êtres vivants sont liés, appartiennent finalement à une même histoire, et on a des sortes de petites bifurcations, ce sont les carrés, et les petits carrés qui sont mis sur l'axe, là en bas, et on nous dit que ce sont des populations de derniers ancêtres communs. Alors, cette idée d'ancêtre commun, elle est évidemment intellectuellement intéressante, mais elle pose toujours des problèmes parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que on sait que nous avons par exemple un ancêtre commun, c'est bizarre, avec la sardine ou avec la mouche. Ça peut paraître étonnant, mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'on ne connaîtra jamais la nature de cet ancêtre commun.
hein, parce qu'on n'aura jamais les traces, évidemment, de ce qui a pu se passer à ce moment-là, et du moment où ça a divergé entre, mettons, la mouche, hein, et puis le groupe des vertébrés, enfin bon, la mouche et d'autres animaux, bien sûr. Hein. Voilà, donc il y a un certain nombre de groupes, vous voyez ici, et nous appartenons évidemment au groupe des mammifères, et là on n'a pas distingué finalement des branches différentes qui aboutiraient à l'homme, au chat ou au chimpanzé. Hein. Et ça, en fait, on va progressivement le voir dans cette séance-là, et dans la séance qui viendra évidemment la prochaine fois, on va de plus en plus se rapprocher d'Homo sapiens et de l'homme actuel. Alors c'est intéressant quand même de s'intéresser à ce groupe des primates dont nous faisons partie, voilà quelques représentants. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont de commun finalement avec nous, ces primates? Pourquoi ce sont les animaux les plus proches, on va dire, de l'homme, de l'espèce humaine? Quels sont les caractères qu'on partage avec eux? Alors là, il va y avoir en fait peut-être des petites devinettes hein, sur ces caractères. Alors, auparavant, quand même, il faut rappeler où on en est sur la répartition des primates. Hein. Alors, bon, c'est un peu ancien tout ça, mais il n'y a pas Homo sapiens dedans. Hein. Donc, les primates, essentiellement, bah, ici, ce sont les singes. Hein. On a presque 200 espèces, pas tout à fait, je crois. Le groupe, il date de l'ère, disons, du début de l'ère tertiaire, donc juste après la disparition des fameux dinosaures, hein, il y a 65 millions d'années. Et on voit que ce sont des espèces qui, pour les espèces actuelles, en noir, vous voyez, qui sont essentiellement tropicales. Hein. Dans toutes les zones tropicales, vous avez des primates, des singes africains, vous avez aussi des animaux qui sont purement américains ou asiatiques, comme l'orang-outan par exemple, qu'on va voir en photo tout à l'heure. Les formes fossiles, elles sont plus étendues, et c'est là où on va justement trouver les fossiles qui, disons, se rapprochent de ce qu'on appelle la lignée humaine et l'homme actuel. Ça, c'est un sujet assez vaste que l'on verra la prochaine fois. Donc voilà, l'orang-outan, qui est un des singes les plus proches de la ligne humaine, de l'homme. C'est une espèce qui est relativement menacée parce qu'elle a une aire géographique quand même déjà assez restreinte. Et vous savez que sur Bornéo, Java par exemple, les forêts sont exploitées à outrance. Les habitats de ces singes sont extrêmement menacés. C'est le cas aussi pour les gorilles, évidemment. Hein, on risque d'arriver à un moment où on aura ces animaux en photo, ou dans quelques zoos, et plus vraiment dans leur habitat naturel. Et là, ça pose vraiment, évidemment, beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, comment se déplacent les singes, par exemple, hein, on a différents modes de déplacement, et on va voir que au niveau de leur anatomie, tout ça est possible. Le déplacement, bon, le saut, la brachiation, qui est le déplacement dans les arbres, qui est vraiment le plus répandu. On vous a mis la bipédie. La bipédie, chez les singes, le gorille, le chimpanzé notamment, n'est pas une bipédie permanente. C'est une bipédie transitoire, ça peut arriver, mais ce n'est pas le mode de déplacement le plus courant. C'est plutôt la quadrupédie avec un appui sur les phalanges, notamment des membres antérieurs. Hein. Alors, la brachiation, c'est-à-dire le déplacement dans les arbres, qui est le mode de déplacement le plus courant, eh bien, en fait, ça va être permis comment? La main. Et la main du chimpanzé et notre main, vous voyez que ça se ressemble pas mal finalement. Et on va avoir une caractéristique qui est vraiment fondamentale, c'est ce qu'on appelle le pouce opposable. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir chez tous les primates pour s'accrocher aux arbres, chez la plupart d'entre eux. Et puis pour nous, le pouce, il a de multiples usages, évidemment. Hein, si on veut grimper dans les arbres, rien ne nous en empêche aussi. Hein. Alors le pied, il ressemble à la main, en fait, chez les singes. Hein. Il ne ressemble pas à notre pied, à nous, qui n'a pas la même fonction. Pourquoi? Parce que le pied va servir aussi, avec son gros orteil, à attraper des branches et à se déplacer. Donc ici, on voit qu'il y a à la fois des points communs avec nous, hein, au niveau de la main, mais une différence au niveau du pied, ici, évidemment. Hein, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous regardez bien, notamment on voit bien en bas à droite chez le gorille, si vous voyez, vous arrivez à distinguer les pattes, on s'aperçoit que les doigts sont terminés par des ongles plats. Hein. Et si on réfléchit, finalement, chez la plupart des mammifères, il n'y a pas d'ongles, il n'y a pas d'ongles plats. Beaucoup ont des griffes, d'autres ont des sabots. Hein. Sur de griffes plus allongées, mettons le paresseux ou d'autres animaux comme ça. Mais les ongles plats, non, on va les trouver uniquement chez les primates. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une caractéristique aussi de tout ce groupe. On partage donc cette caractéristique avec nos singes. Alors là, on peut essayer de deviner le point commun entre ces quatre portraits, on va dire. Un lémurien, un gorille, un mandrille, je crois, et puis on connaît bien la Joconde, évidemment. Quel est le point commun si vous regardez les visages? Il y en a un qui est frappant, ce sont les yeux. Les yeux qui vont être placés, on dit, en façade. Hein. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a des animaux où sont les yeux, si vous regardez, je sais pas, un cheval, les yeux ont une position tout à fait latérale, et ils ne sont pas en façade, même chez un chien, chez le chat, c'est un peu différent, ça ressemble à ça. Quel est l'intérêt d'avoir les yeux en façade? Il y a un inconvénient, c'est que quand ils sont sur les côtés, au moins, on voit le danger arriver. Hein, chez les animaux, c'est important. Par exemple, un lièvre va voir ce qui se passe derrière et devant. Bon. Mais il y aura une partie du champ visuel commun qui sera extrêmement réduite. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir, en fait, un champ visuel qui va se compléter au niveau des deux yeux. Et donc, une vision, premièrement, d'une meilleure acuité, et deuxièmement, possibilité d'une vision en relief. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. On a un sens qui est très développé par rapport aux animaux, même par rapport à ces primates-là, qui est la vision, qui est probablement notre sens le plus développé. On sait que l'olfaction, par rapport à bien des animaux, même l'ouïe, sont infiniment moins développés que chez un chien, par exemple, ou d'autres animaux de ce type. Donc, les yeux en façade, avec des orbites qui sont très grands, que l'on retrouvera chez évidemment au niveau des crânes. Voilà un crâne de chimpanzé, pas un très bon état, mais les orbites sont énormes ici, hein, vous voyez, et vraiment en façade. Hein, mais on va en reparler dans peu de temps. Autre caractéristique au niveau de la... Alors, oui, je préfère vous montrer sur la diapo parce que autrement c'est pas très, très visible. Au niveau de la dentition, on sait tous qu'on a 3 catégories de dents, les molaires, il y a des prémolaires, il y a les canines et les incisives. Voilà des mâchoires de chimpanzés, hein, ici. Là, j'ai un petit doute, mais comme la photo n'est pas dans le bon sens, bon, je ne sais pas trop. Donc, les 3 types de dents, on a donc une denture qui est complète, hein, avec molaire, prémolaire, incisive et canine. Ce n'est pas le cas chez tous les animaux. Par exemple, une vache n'a pas de canine. Hein. Voilà. Donc ça, c'est commun à tous les primates. Nos cousins, les grands singes, ont aussi, évidemment, ce type de denture. Et il va y avoir des différences, mais on les verra après, sur la forme de la mâchoire, disons, son épaisseur également. Hein. Donc une denture complète. Autre caractéristique très importante, fondamentale, même chez les primates, et poussée à l'extrême pour l'homme, et bien sûr la femme, hein, c'est le soin aux jeunes. Hein. Alors c'est un peu une résultante aussi de l'allaitement, c'est-à-dire que le petit est très dépendant pendant un certain temps de sa mère, et la durée de cette dépendance est extrêmement longue par rapport à ce qui se passe dans d'autres groupes. Et ça, c'est vraiment très très important, on verra également par la suite, donc le soin aux jeunes. Autre caractéristique, le volume de l'encéphale, hein, qui devient de plus en plus complexe, ici chez l'homme, avec la partie, disons, la plus complexe, hein, qui est en surface, qui s'appelle le cortex, et c'est là où va se situer toutes les capacités les plus complexes et les plus évoluées, hein, chez l'homme. On voit que là, on franchit une barrière, on verra, il y a aussi une question
de taille, mais c'est pas forcément la taille qui est fondamentale, c'est aussi la complexité. Une barrière entre le chat, le chien, bon, et puis les singes, où c'est déjà pas mal développé. Bon, le singe rhésus, c'est quand même assez éloigné de nous, hein. Et puis bon, l'homme évidemment ici avec cette capacité cérébrale qui est très importante, et ça c'est quelque chose qui est fondamental quand on suivra l'évolution des représentants de la lignée humaine, quand on parlera des australopithèques, etc. On verra que progressivement ce volume encéphalique augmente avec la complexité aussi des structures, et c'est vraiment quelque chose d'important qui concerne tous les primates, mais plus l'homme. Donc j'avais résumé ici ce qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire les caractères qui sont communs, finalement, à tous ces primates. Alors on appelle ça caractère, bon, à l'état dérivé par opposition à un caractère primitif, disons, ou ancestral, qui pouvait exister avant, bon, voilà. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques communes. Alors, on va maintenant se rapprocher un petit peu de l'homme, mais on est encore avec nos cousins les singes, on est avec le chimpanzé là, et on va mieux percevoir justement l'originalité, la façon dont le squelette notamment de l'homme est fait, en faisant cette comparaison qui est très traditionnelle de l'homme et du chimpanzé, bien sûr, hein, voilà. Alors, nos deux squelettes, chimpanzé à gauche, l'homme évidemment à droite. Vous voyez que là, c'est une gravure ancienne. On a mis une posture vraiment de l'homme où il est très digne, alors que ce malheureux chimpanzé, lui, évidemment, est à une autre position, mais qui est la position naturelle. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, pour analyser tout ça. Ce qu'on remarque quand même, c'est que les os, on pourrait les compter, hein, il y a les mêmes os au même endroit, hein. Vous avez au niveau des membres la même succession, humérus, radius, cubitus, etc. Vous avez colonne vertébrale, vous avez l'omoplate, la clavicule. Voilà. Donc on a les mêmes os, mais qui n'ont pas du tout la même forme et la même importance. Qu'est-ce qui est essentiel, évidemment, dans tout ça? Il y a plusieurs choses, évidemment. C'est la colonne vertébrale, par exemple. La colonne vertébrale, vous voyez, du singe, là, il y a une courbure, essentiellement. Et ce qui fait que la tête, à cette position, semble regarder le sol. Dans son déplacement chez l'homme, la tête est dressée. On va voir ce qui permet tout ça. La colonne vertébrale de l'homme, elle est un petit peu compliquée. C'est pour ça qu'on a souvent mal au dos. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des courbures. Elle n'est pas verticale, hein, elle est courbée. Il y a 4 courbures, une courbure ici au niveau cervical, une autre au niveau dorsal, une autre au niveau lombaire, et encore une autre ici au niveau du sacrum et du coccyx, dans des sens différents. Donc, à quoi tout ça aboutit? Ça aboutit à la possibilité d'avoir, évidemment, une station debout, et c'est ça qui est essentiel, hein. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit le bassin qui est large, avec, alors, bon, ça serait bien si j'avais un squelette à vous montrer, mais c'est un petit peu difficile à trouver. Ici, vous avez, par exemple, une crête de l'os iliaque qui va permettre, en fait, l'insertion des muscles, ce sont les muscles des fesses, hein, qui vont permettre la station debout. Et chez le singe, évidemment, c'est beaucoup moins développé, puisque la station debout est vraiment tout à fait exceptionnelle, on va dire, hein. Alors que chez l'homme, c'est ce bassin large qui va permettre, en fait, de maintenir la colonne vertébrale verticale, bien sûr, et aussi d'assurer la station debout. La tête a cette position ici, qui est, on verra, en position d'équilibre, pratiquement, et on voit évidemment que l'axe de vision est tout à fait en face, disons horizontal. C'est pas le cas du chimpanzé, sauf si on le redresse ici la tête sur ce montage. Donc vous voyez ici les différentes caractéristiques. On pourrait dire aussi que les membres du chimpanzé, les membres antérieurs sont plus longs que les membres postérieurs. Chez nous, c'est l'inverse. Donc il y a tout un ensemble de différences entre l'homme et le chimpanzé, hein. Et tout ça va aboutir à une possibilité de déplacement tout à fait différente. Le pied ici, alors bon, on reconnaîtra le pied de l'homme ici,
Hein. On avait vu tout à l'heure le pied du chimpanzé qui doit être ici, avec le gros orteil qui se détache complètement. Hein. Chez nous, c'est pas le cas. Il y a simplement les orteils ici au niveau des phalanges qui vont se détacher, bien sûr, mais tout cet ensemble-là va former ce qu'on appelle la voûte plantaire, hein, avec les os du talon qui sont extrêmement renforcés. Ce n'est pas le cas chez le chimpanzé. Alors, c'est renforcé parce que, évidemment, vous allez avoir tout le poids du corps qui va porter sur cet os, le calcanéum, ici, hein, entre autres, et donc tout ça va être en relation avec le déplacement, la bipédie, évidemment, comme on dit. Hein. Voilà. Le fait qu'il y ait aussi une voûte plantaire, c'est important, parce que tous ces os, évidemment, sont unis par des ligaments qui sont des élastiques, en fait, et ces ligaments vont, au cours de la marche et plus de la course encore, emmagasiner de l'énergie. Donc ça se tend, ça se détend, et l'anatomie, disons, du pied tel qu'il est là, évidemment, va permettre cette situation. Ce n'est pas du tout le cas pour le chimpanzé. Hein. Voilà. Alors, le crâne, ça c'est quand même quelque chose de très important. J'ai un malheureux crâne, ça doit venir de Chine, ça c'est pas possible, c'est un truc... Bon. Voilà, qui est un moulage en fait. Hein. Comment s'est fait un crâne? Simplifions les choses. On va dire qu'il y a deux parties. Il y a la face, que ce soit chez l'homme ou chez le chimpanzé. Bon, la face, on voit les orbites, etc. Hein, la mâchoire, là, j'ai pas la mâchoire inférieure. Et puis, il y a la partie qui contient l'encéphale, qu'on va appeler, pour simplifier, le neurocrâne. Donc, deux parties. Le neurocrâne, c'est-à-dire tout ça, hein, et la face. Vous voyez d'emblée que chez le chimpanzé, il manque la mâchoire inférieure, hein, ici. Eh bien, c'est presque équivalent. Vous avez autant de... la face est aussi importante, finalement, que la partie qu'on appelle le neurocrâne. Hein. Chez l'homme, ce neurocrâne, qui va contenir l'encéphale, est beaucoup plus important. La face, en fait, se verticalise. Elle est quasiment verticale. Vous voyez, chez le chimpanzé, il y a un angle qui est quand même important. Hein. Chez le chimpanzé, on le retrouvera aussi dans des formes comme les australopithèques. Vous avez ce gros bourrelet là qui en fait permet d'assurer la protection de la solidité, hein, c'est un peu du finalisme, enfin bon, de l'orbite, protéger l'œil aussi. Ce gros bourrelet chez nous n'existe plus parce que tout simplement vous avez le front qui est très avancé, qui naturellement va protéger les yeux. Hein. Donc vous voyez ici déjà une différence qui est très importante entre le crâne humain et le crâne du chimpanzé. Encore le chimpanzé, c'est disons le singe qui a globalement l'encéphale le neurocrâne, pardon, le plus développé. Hein. Voilà. Il y aurait d'autres caractéristiques, notamment cette crête qui est là, hein, ce relief osseux qui va permettre l'attache des muscles aux vertèbres cervicales. Puisque le crâne, finalement, va pencher, il faut qu'il soit soutenu, et ce sont les muscles qui se lient aux premières vertèbres cervicales, qui, en fait, vont être ici. Chez nous, ce relief, il a disparu tout simplement parce que le crâne est en position d'équilibre, donc il y a un petit relief ici, hein, quand même, malgré tout. Alors, comment c'est possible? Bien, si on regarde en dessous ici, alors il est vraiment pas beau ce crâne, hein, bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc, ce qu'on appelle le trou occipital, c'est ça, c'est l'endroit où le crâne va s'articuler aux premières vertèbres, qu'on appelle atlas et axis, hein, vertèbre cervicale, et ensuite vous avez la colonne vertébrale. Si vous regardez la position de ce trou occipital, c'est à peu près là, et vous voyez que c'est pas tout à fait en équilibre, mais bon, on a quand même presque autant de matière sur l'avant que sur l'arrière, et donc c'est pour ça que les muscles sont moins développés. Finalement, on va avoir cette possibilité de position de la tête comme ça, en équilibre sur la moelle épinière. Donc ça, c'est très important parce que à la fois, c'est permis par ce neurocrâne qui est important, hein, en volume, en masse, et puis l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que
En fait, s'il n'y avait pas cette position-là, du tronc occipital, bah, le neurocrâne n'aurait probablement pas pu se développer comme ça. Et on va le retrouver chez, par exemple, les australopithèques, avec des positions un petit peu intermédiaires. Hein. Voilà. Alors, regardez le tronc occipital du chimpanzé, là, il est vraiment très en arrière, donc jamais il y a une position d'équilibre comme ça. Hein. Forcément, le crâne va être sur la moelle épinière, sauf évidemment volonté d'extension, hein, va être plutôt évidemment penché comme ça. Hein. Donc cette position du tronc occipital est vraiment quelque chose de fondamental. Donc si on réfléchit bien, on va rassembler tout ça, la colonne vertébrale, les os du bassin, il y a d'autres choses. Hein. Le tronc occipital, le neurocrâne le plus important. On s'aperçoit que tout ça va dans une seule direction, qui est la bipédie, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer sur les membres inférieurs et la station debout. Et ça, c'est vraiment un critère qui va être fondamental et qui est le principal critère, on va dire, d'appartenance à la lignée humaine, c'est-à-dire ce qui va conduire finalement à Homo sapiens. Donc dès qu'on va trouver un crâne fossile, et parfois vous verrez la prochaine fois, on trouve presque rien, quoi, hein, vraiment très peu de choses. On arrive à reconstituer quand même malgré tout un certain nombre de structures, et dès qu'on s'aperçoit que le trou occipital par exemple n'a pas la position qu'on a chez le chimpanzé, et qu'on va avoir la possibilité d'une station debout, on a défini, en fait, c'est le critère d'appartenance à ce qu'on va appeler la lignée humaine, c'est-à-dire la lignée qui est distincte de celle qui conduit au chimpanzé, la lignée humaine conduisant évidemment à Homo sapiens par de multiples, disons, péripéties, on va dire, hein, pour simplifier. Voilà, alors là, on voit très très bien le tronc occipital des deux crânes, l'homme et le chimpanzé. On voit aussi la forme de la mâchoire. On dit mâchoire en V chez l'homme, mâchoire en U chez le chimpanzé. Hein. Voilà. Donc, le bilan de tout ça, c'est la relation avec la bipédie et évidemment le développement de la capacité crânienne. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, finalement. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que nous apprend finalement la comparaison entre les crânes et entre les squelettes, hommes et chimpanzés, sachant évidemment que le chimpanzé n'est pas l'ancêtre de l'homme, c'est une autre lignée. Hein. Mais la comparaison est quand même, je pense, pertinente. Alors, pour finir, je pense aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas donner trop d'informations pour ne pas vous assommer, et puis il faut en garder pour la prochaine fois, d'autres caractères propres à la lignée humaine en dehors de ce qu'on a vu sur le squelette. Hein. Alors, encore une fois, la lignée humaine, c'est tout ce qu'on va trouver, et on n'a pas encore tout trouvé d'ailleurs, comme espèce entre l'ancêtre commun avec la lignée du chimpanzé, voire du gorille, et puis la lignée d'Homo sapiens. Et de plus en plus, évidemment, d'espèces ont été identifiées. Le développement de la capacité cérébrale, là, on voit un schéma vraiment important qui montre en fait qu'il va y avoir une limite aussi, où je suis là, voilà, entre tout ce groupe du genre Homo habilis, Homo erectus et Homo sapiens, hein, avec une capacité cérébrale qui franchit un certain seuil, qui dépasse, on dit toujours 800 cm3 ici. Hein. Les australopithèques, qui font partie de la lignée humaine, mais qui sont évidemment plus primitifs, on va dire, eux ont un cerveau, une capacité cérébrale qui est relativement encore peu développée et assez comparable à celle du singe. Le gorille est fait un peu exception parce que le gorille est de grande taille, donc évidemment le crâne est plus gros et le cerveau est plus gros que celui par exemple du chimpanzé, hein, bien sûr. Donc vous voyez qu'il y a une limite ici assez nette à partir de laquelle on va avoir un cerveau, l'encéphale, qui va être beaucoup plus important et qui va augmenter progressivement jusqu'à Homo sapiens. On n'a pas mis l'homme de Néandertal, mais bizarrement on en parlera. L'homme de Néandertal avait une capacité cérébrale supérieure à Homo sapiens. Bon,
Donc voilà. Alors vous voyez aussi que ce sont des rectangles qu'on a, ce ne sont pas des points. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des variations considérables. Et même chez l'homme, vous avez des petits cerveaux et des cerveaux plus gros. Hein. Alors j'avais lu il y a très longtemps qu'on avait cherché dans les écrivains, par exemple, qui avaient un gros cerveau. Alors le plus petit, c'était Anatole France, bon, je ne sais pas la dimension, et le plus gros, c'était un écrivain russe, Tourgueniev. Donc il y avait des différences énormes. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Bah, rien au niveau de l'intelligence, bien sûr. Hein. Il y a des variations, comme il y a des variations à l'intérieur du groupe humain, c'est bien évident. Donc il n'y a pas que là le volume du cerveau qui compte, hein. Il y a aussi ce qu'il y a dedans, et surtout comment il se construit, ce cerveau, parce que le cerveau, on en reparlera, enfin l'encéphale, c'est un organe qui est déterminé génétiquement dans ses grandes lignes, mais qui se construit, en fait, progressivement au cours de la vie, hein, et aucun individu n'a un cerveau identique à un cerveau d'un autre individu, parce que ça dépend évidemment de l'environnement. C'est un peu comparable pour le système immunitaire, d'ailleurs, chez l'homme. Hein. Voilà. Donc, ça c'est très important. Vous voyez qu'on a quand même, à partir du moment où on est dans ce groupe Homo, on va avoir des capacités cérébrales importantes. Hein. Et Homo habilis, bon j'en parle maintenant, mais on verra la prochaine fois, habile, ça veut dire que, bah, tiens, on a trouvé déjà des outils ou des formes de travail. Donc ça veut dire qu'il y avait un cerveau qui était plus important, mais il savait aussi s'en servir finalement. Hein. Voilà, même si on était encore dans des formes un peu primitives. Alors, ça c'est aussi intéressant. On se pose la question, mais bon, Homo sapiens peut parler, on est capable premièrement de concevoir, de faire des phrases, si possible, qui ont un sens, hein, et puis on est capable d'articuler les sons. Bon, un singe, le chimpanzé, bon, est-ce qu'il est capable d'articuler les sons? Ben non, on n'entend pas grand-chose disons, de très articulé. Est-ce qu'il est capable d'associer, d'apprendre des mots? Il y a eu des expériences qui ont été faites et malgré tout, un chimpanzé peut apprendre jusqu'à 400 mots avec le langage des sourds et muets, sans évidemment les exprimer. Donc il identifie 400 mots et c'est donc que ça veut dire qu'au niveau de la capacité cérébrale, il y a déjà quand même de quoi assurer tout cela. Par contre, bon, faire évidemment des phrases, associer les mots entre eux, ça, c'est pas vraiment possible. Alors, d'un point de vue anatomique, il y a deux choses. L'émission, d'abord, du langage, d'un langage articulé. On sait très bien que le son est produit par les cordes vocales. Bon. Mais ces cordes vocales, en fait, sont placées dans le larynx à une certaine distance. Et pour l'homme, en fait, on a un larynx qui est assez long, qui est entouré de muscles. Et les sons, par conséquent, produits par les cordes vocales, peuvent être modulés parce que le larynx peut changer de forme, hein, même au niveau aussi de la langue, ça intervient, hein, mais l'ensemble, surtout le larynx et le pharynx, vont avoir un rôle et c'est ainsi qu'on peut moduler les sons, hein, et produire un langage articulé. Tout ça, c'est dû à quoi? Bah, encore une fois, c'est la position verticale sur la colonne vertébrale. Si j'avais un squelette, je vous le montrerais mieux. À partir du moment où vous avez une position qui est verticale comme cela, vous avez de la place, en fait, pour le larynx, qui va être beaucoup plus long que chez ce chimpanzé, qui, lui, au contraire, comme il a une position, vous voyez, beaucoup plus resserrée, avec un angle, le larynx sera tout petit. Donc, au niveau de l'émission du son, et surtout du langage articulé, c'est parce que la station, disons, verticale, la position de la colonne vertébrale fait que le larynx est plus grand, plus long, et peut donc moduler les sons par des contractions musculaires, etc. Deuxième chose, le cerveau. Dans le cerveau, il y a des aires spécialisées dans le langage. Il y en a deux essentiellement, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Et on sait que en fait, évidemment, ces aires fonctionnent
chez l'homme par des différents examens, et on sait que bon, certaines aires sont plus spécialisées dans l'association des mots, la construction du langage, d'autres plus dans la mémoire, etc. Donc elles sont développées chez l'homme, et chez le singe, elles sont évidemment très très peu développées. Donc il y a non seulement de quoi produire des sons articulés chez l'homme, mais il y a en plus de quoi donner un sens finalement aux mots qui sont produits et faire des phrases, etc. Alors comment on peut savoir qu'un homme dit préhistorique, entre guillemets, était capable de parler ou pas? On s'est toujours posé la question. On n'a jamais réussi à interviewer l'homme de Néandertal ou Homo erectus. Eh bien, en regardant d'abord le squelette, hein, le larynx, et puis ensuite en regardant le cerveau. Mais alors, le cerveau, il n'existe plus, mais vous avez, enfin, si j'avais un vrai crâne et s'il était coupé, on voit à l'intérieur l'empreinte du cerveau, les circonvolutions du cortex, et on arrive à voir la position justement des fameuses aires de Broca, etc., hein, et si elles sont développées ou pas. Alors on pense que le langage articulé a dû apparaître progressivement chez ces différentes espèces, notamment dans le genre Homo. Probablement l'homme de Néandertal, qui n'est pas très éloigné de nous, pouvait, enfin parler c'est beaucoup dire, on n'en sait rien à vrai dire de quelle façon, mais pouvait émettre des sons qui avaient un sens, probablement. Pour Homo erectus, c'est possible aussi, mais tout ça c'est certainement mis en place de façon progressive, et je pense qu'on n'aura jamais, à moins de voyager dans le temps, on n'aura jamais la réponse exacte à cette question. Voilà. Dernière chose, le développement des activités culturelles propres à l'homme. Alors là, vous avez les fameuses grottes. Il doit y avoir la grotte de Lascaux ici, je crois, et puis j'ai dû mettre la grotte Chauvet. Il y a une belle exposition à la médiathèque là avec des photos magnifiques. Hein, on voit ces représentations. Et puis là, bah, vous avez Picasso. Bon. Certains peuvent dire bah oui, mais bon, bah, Picasso on aime ou on n'aime pas. Bien sûr, j'aurais pu mettre Velázquez ou une autre représentation. Certains vont dire oui, mais c'est un peu ça ressemble à des dessins d'enfants. Bah pas vraiment. Hein, ce sont déjà des œuvres d'art, parce que imaginez comment on peut de mémoire, parce il n'y avait pas les animaux devant eux, dans la quasi-obscurité, avec très peu de lumière, arriver à faire un dessin aussi à la fois fidèle, mais en même temps qui a une teneur artistique. Regardez ces chevaux, par exemple. Comment on pouvait faire ça? Ça veut dire que ces artistes, alors là, on est dans Homo sapiens, hein, bien sûr, avaient quand même des capacités qui sont en réalité les mêmes que les nôtres. Hein. Donc ça, c'est à partir du moment où on va avoir Homo sapiens, il y a une explosion en fait des activités culturelles et aussi de l'outillage. Alors bon, bah oui, ce sont des silex, des bouts de cailloux, mais ces silex peuvent être aussi très très travaillés finement, et les spécialistes de la préhistoire ont essayé de faire ça eux-mêmes. Bon, on n'y arrive pas du premier coup, hein. C'est quand même extrêmement compliqué. Il y a toute une conception de ces outils. Alors on n'a pas la trace de tout ce qui pouvait être dans des matières putrescibles, en bois ou dans d'autres matières. On l'a pas. On a quoi comme matériaux, hein, dans la préhistoire, même la plus ancienne? On a des silex, des roches relativement dures. On a de l'os aussi. Hein, on pourrait montrer, j'en ai pas mis, mais des harpons qui ont été faits sur des sortes d'os de phoques ou de différents animaux. Voilà. Hein. Et puis évidemment, il y a bon, j'ai mis une usine ici pour symboliser le développement considérable de toutes ces activités culturelles et technologiques. Alors, on pourrait évidemment parler de la situation où l'homme actuel est, enfin, on en est actuellement. Évidemment, il y a une différence entre les silex que vous avez à gauche et l'usine, je ne sais pas ce qu'elle fabrique, peut-être c'est une raffinerie de pétrole, mais là, c'est plus l'évolution biologique qui est déterminante, puisque le cerveau, il est là, finalement. Hein, les capacités, elles y sont. Hein. Il y a 50 000 ans, bon, l'homme avait les mêmes capacités que nous. Hein, bon. Et par contre, ce qui va changer, c'est
la transmission du savoir, la culture. Et là, on est dans le domaine de la préhistoire, dont un collègue, je crois, va vous parler peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. C'est très intéressant. L'art aussi, vous avez vu, il y a aussi les rites funéraires, apparition d'une certaine forme de spiritualité. On essaie de déchiffrer tout ça. Et il va y avoir transmission de toutes ces capacités finalement, de la culture, puis du langage après, etc. Et on en arrive aux époques, disons, préhistoriques au sens strict, c'est-à-dire avant l'histoire. Et puis, bon, évidemment, après, ça va très très vite avec les métaux, etc. Voilà. Donc voilà la première, je ne voulais pas parler trop longtemps, je ne sais pas exactement où j'en suis, mais voilà la première partie qui en fait met en place un petit peu le contexte. L'idée c'est qu'on appartient à un monde vivant, animal pour les plus proches évidemment, ce qu'on appelle alors la biodiversité actuelle. Les gens aussi parlent de ça sans savoir exactement ce que c'est et d'où ça vient. Là on voit d'où ça vient la biodiversité. Donc toutes ces mises en place de structures comme la colonne vertébrale ou d'autres qui sont faites au cours de l'évolution, et on voit en fait que on va avoir en avançant dans le temps jusqu'à l'époque actuelle des formes qui vont ressembler de plus en plus à l'homme actuel, mais avec des trous en fait. On n'a pas. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'a pas des traces de tout ce qui a pu se passer. On a des crânes, on a des squelettes, évidemment, pour Homo sapiens, c'est ce qu'il y a eu un petit peu avant. On en découvre, je dirais pas tous les jours, mais c'est considérable ce qu'on peut découvrir, notamment récemment. Du coup, par exemple, l'âge d'Homo sapiens, on disait, moi, quand je faisais mes cours il y a quelques années, je disais, bon, moins 150 000 ans, moins 180 000 ans, voilà, les crânes, les Homo sapiens, archaïques, on va dire, les plus anciens. Et puis, on a identifié, enfin, on a daté un crâne qu'on avait trouvé en 1960 au Maroc, qui donne un âge de moins 300 000 ans. Donc, Homo sapiens, du moins les formes les plus archaïques, c'est une espèce qui date de moins 300 000 ans. Alors pour se dire, ça fait, oui, c'est ancien, mais en réalité, non. Par rapport à l'histoire de la vie, tout ce qu'on a vu, c'est extrêmement récent. L'espèce humaine est une espèce très récente. Et on verra ensuite des hypothèses sur tout ce qui a pu se passer. Alors la prochaine fois, je vous donnerai quelques indications, mais sans aller très loin sur l'aspect génétique. Là aussi, on a de plus en plus de données qu'on n'avait pas il y a quelques temps. Maintenant, ça suppose aussi que quand on a des fossiles, ils ne soient pas trop anciens pour qu'on ait un peu d'ADN. Et il y a Homo sapiens, on trouve l'ADN, Néandertal aussi, ça c'est important, et puis une espèce un peu voisine de Néandertal qu'on appelle l'homme de Denisova. Et par contre, sur l'Australopithèque, non, on n'a pas l'ADN qu'on pourrait trouver, il y en a peut-être, mais c'est vraiment très partiel et ça ne permet pas de faire des comparaisons. Voilà. Donc, les apports de la génétique, et comment on peut expliquer, j'anticipe un petit peu, que par exemple, entre le chimpanzé et nous, on a une identité génétique, le génome est à peu près égal à 98,6%, donc presque 99% des gènes identiques avec le chimpanzé, et pourtant on a des différences quand même qui sont importantes, ne serait-ce qu'au niveau du squelette, et puis tout ce qu'on a dit également aussi après. Donc comment expliquer ça? Alors il y a une hypothèse que vous verrez qui est tout à fait plausible et intéressante sur le rôle de certaines mutations de certains gènes. Donc ça, on a commencé à bien comprendre ce qui s'était passé. Et ensuite, on va alors faire une sorte de panorama des principaux représentants de la lignée humaine, en commençant par les fossiles les plus anciens. Donc cet homme-là du Maroc, là, on a retrouvé un crâne assez bien conservé finalement, mais on n'a pas de bassin, on n'a pas de... Bon, il était probablement sur la voie de la bipédie. Bon. Et puis on a tous les fameux australopithèques, Lucie, etc., qui ont été trouvés, et dont on est... avec des squelettes relativement complets, et dont on est sûr qu'ils étaient déjà vraiment sur, cette lignée humaine. Sans qu'on puisse dire, c'est notre ancêtre direct. Ça, on n'en sait strictement rien. Il y a eu de multiples espèces qui
ont souvent cohabité, qui se sont parfois succédés, qui se sont même hybridés entre eux. Hein. L'humanité, qu'est-ce que c'était à cette époque-là? Là, on est à, je ne sais plus, 7 milliards peut-être d'habitants. Hein. Bon, c'était très peu. Hein, sur un territoire considérable. D'abord l'Afrique, ensuite l'Asie. Donc des petits groupes de population sur une étendue tout à fait considérable. Donc c'est pas la vision de l'humanité qu'on a actuellement. Et puis on terminera sur l'origine, enfin des hypothèses, on va dire sur l'origine d'Homo sapiens. Là, ça discute et on n'a pas encore tranché. On a des idées. Et c'est intéressant parce que il y a des hypothèses qui risqueraient de conforter certaines idées sur les races, par exemple, et puis d'autres plus vraisemblables qui, scientifiquement, nous montreraient que, bon, finalement, la notion de race dans l'espèce humaine, elle n'existe pas, elle n'est pas vraiment fondée, quoi. Donc ça, c'est un sujet aussi dont on parle à tort et à travers actuellement, donc c'est bien quand même d'avoir quelques repères un petit peu, disons, rationnels sur le sujet. On est dans des hypothèses, il faut bien voir que la science, c'est pas une accumulation de certitudes absolues. Et alors, l'histoire de l'homme, et ben finalement, elle est fondée sur une quantité d'hypothèses qui souvent ont été démolies parce qu'on a trouvé autre chose, et puis ça a été remis en cause, et ainsi de suite. Et c'est ce qui est intéressant, finalement. Il n'y a rien de sûr à 100%. Enfin, si, il y a quand même un certain nombre de données, mais bon, dans l'ensemble, quand on fait des découvertes, on fait des hypothèses, des recherches, on met des fois des années et des années à arriver à comprendre ce qui s'est passé, hein, ou si un crâne est plus proche de l'homme que d'une autre espèce. Bon, tout ça, c'est remis en cause en permanence, et c'est ça, c'est ce qui est vraiment, moi, je pense, intéressant, quoi. Voilà. Et puis il y a des quantités alors de livres, de données. Alors il y a de tout hein, sur Internet, il faut quand même se méfier. Hein. Je vous montrerai une représentation archi-fausse qu'on trouve systématiquement partout. Et qui donc dans la tête de beaucoup devient une forme de vérité alors que c'est presque humoristique, quoi. Enfin c'est quelque chose qui n'est pas fondé, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que je ne vous ai pas assommé par la multitude de données. J'ai essayé de faire le tri pour qu'on ait quand même une petite idée, enfin une idée, pour qu'on puisse en arriver à la prochaine séance sur vraiment l'origine de l'homme. Voilà.